La lutte contre le cyberharcèlement nécessite une approche législative solide pour protéger les individus en ligne. Au Bénin, des mesures sont prises en matière de loi en ce qui concerne la protection des victimes de harcèlement. Les efforts actuels pour opérationnaliser l'égalité du genre, il y a l'arsenal juridique qui a suivi. J'en veux pour preuve la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin, qui définit clairement ce qu'on appelle par harcèlement. Et la loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant répression des infractions commises à raison du sexe de la personne et protection de la femme en République du Bénin, où l'État s'engage vraiment à mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces genres d'actions envers les femmes. La législation actuelle joue un rôle important dans la lutte contre le cyberharcèlement dont sont victimes en majorité les femmes. Nous avons un outil important, une institution importante, l'Office central de répression de la cybercriminalité, l'OCRC. En termes de loi, nous avons deux choses. Nous avons le Code de l'information et de la communication et nous avons le Code du numérique. Le Code de l'information et de la communication consacre certaines de ces dispositions à la sanction des crimes et délits commis par les moyens d'information et de communication. Ainsi, il punit comme complice celui qui, au moyen de la presse écrite ou audiovisuelle, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux publics ou par des placards et des affiches publiques, soit par tous les autres moyens modernes de communication de masse, tous ceux qui auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre une infraction de diffusion, n'est-ce pas, d'informations à caractère privé et autres. Le terme numérique n'a pas été expressément utilisé, mais quand on dit moyen moderne de communication de masse, on comprend que c'est vraiment le numérique qui est visé. On dit que toute personne photographiée, filmée, reproduite, peinte ou dessinée a le droit de s'opposer à l'exposition de son image si son consentement n'a pas été obtenu. On dit aussi que la femme ne peut servir d'objet publicitaire dégradant pour son image jusqu'à mettre à mal la décence de manière à provoquer le mépris, le ridicule ou le discrédit à son égard. Toute diffamation commise par les mêmes moyens énoncés plus haut, donc l'utilisation de moyens modernes de communication, dire qu'une femme est une prostituée, dire que ah oui, on l'a vu le week-end dernier à l'hôtel avec telle personnalité, des choses comme ça qui sont de nature à véritablement salir la réputation des femmes. Tout ça est puni par la loi. Le Code du numérique est un peu plus spécifique que le Code de l'information et de la communication. Le harcèlement, par le biais d'une communication électronique qui contraint, intimide, harcèle ou provoque une détresse émotionnelle chez une personne en utilisant un système informatique dans le but d'encourager un comportement grave, répété et hostile. Le fait d'initier ou de relayer une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux ou toute forme de support. Le fait d'utiliser un réseau de communication électronique ou un système informatique pour provoquer directement une personne à commettre un crime ou un délit ou à tenter de le commettre. On peut pousser un mineur, par exemple, à avoir des rapports sexuels, etc. Ou on peut pousser quelqu'un même au viol. Il y a plusieurs subtilités que le numérique utilise, de la forte suggestion, de la démonstration, etc. Plusieurs peines sont prévues par la loi en ce qui concerne le cyberharcèlement. Parlant de l'harcèlement sexuel en ligne, il y a 4 faits constitutifs de l'harcèlement sexuel en ligne. C'est-à-dire qu'il faut 4 faits. Et c'est-à-dire à ce niveau, l'harcèlement est puni selon la gravité de l'infraction. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'harcèlement direct ou initial.
À ce niveau, il s'agit de l'envoi, de la publication des messages de façon répétée et hostile et qui consiste à obtenir de la personne harcelée une faveur sexuelle, à l'amener à renoncer à ses propres positions, à ses propres opinions. Maintenant, à ce niveau, l'harcèlement sexuel est puni de 1 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 10 millions. Donc, au niveau du deuxième fait, il s'agit de quoi? De l'harcèlement, de la provocation savante. À ce niveau, il s'agit de la provocation, comme le nom l'indique. Il s'agit de la provocation des publications ciblées. On cible la personne, on fait des publications sur la personne. C'est en quelque sorte du chantage. C'est délibérément la façon la plus méchante en réalité. Donc, à ce niveau, l'harcèlement sexuel est puni de 1 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 10 millions. Maintenant, troisième fait, il s'agit de la personne vulnérable. C'est-à-dire quoi? Tout ce que je viens de dire, lorsque cela vise une personne vulnérable, c'est-à-dire quoi? En état de grossesse, d'infirmité, déficience physique ou mentale, la loi double. C'est l'article 550 du Code numérique. La loi double la sanction. Et le dernier fait, il s'agit de fake news, qu'on appelle souvent les fausses informations. On fait une publication erronée sur la personne. À ce niveau, la loi punit de 1 mois à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 1 million. Les lois mises en place au Bénin pour lutter contre le cyberharcèlement sont importantes, mais certains estiment qu'elles ne sont pas suffisantes. Le renforcement de ces lois pourrait aider à dissuader davantage les harceleurs. En ce qui concerne les lois, la législation, il faut dire que pas mal de choses sont déjà faites, d'accord? Mais il est important de veiller à l'application de ces lois-là surtout et de renforcer la protection des données personnelles, la loi sur la protection des données personnelles, parce que tout part de là, le renforcement de ces lois-là, le renforcement aussi des sanctions s'il le faut, pour que les gens perçoivent effectivement la gravité et le danger de se livrer à ce comportement-là. Si c'est qu'il y a des lois, avec ce qui se passe actuellement, c'est un peu suffisant. Je dirais qu'il faut sévir sur ça. Les lois actuelles suffisent. Malgré que ces lois ne continuent d'être établies de jour en jour, ce problème ne peut pas être fini d'ici tôt, quoi. Parce que les gens ne vont jamais cesser à avoir ce qu'ils veulent. Les lois actuelles ne suffisent pas. Mais pour les mesures qu'on peut prendre, c'est que de sensibiliser plus la population sur l'importance de l'utilisation des plateformes ou des sites en ligne. Là, ça pourrait aider chacun, parce que ça pourrait aider chacun à se préserver d'exposer ses organes, ou ça pourrait aussi aider ceux qui sont sous les impulsions sur les plateformes. Les victimes de cyberharcèlement disposent de plusieurs recours juridiques pour faire face aux abus en ligne qu'elles ont subis. Lorsque tu vois les publications pareilles, il faut faire la capture d'écran, il faut se référer au procureur de la République, au commissaire de police. Et vous ne pouvez pas vous référer à ces gens-là sans montrer de preuves possibles. Et à ce niveau, l'article 577 du Code numérique dit que les preuves peuvent être fournies par n'importe quel moyen. Là, il faut faire la capture d'écran. S'il y a des interactions, il faut faire la capture d'écran sans oublier les noms de l'harceleur. Il faut sinon toutefois il peut mentir devant le procureur que ce n'est pas lui qui a fait la publication. Son nom, son pseudo, tout ce qu'il a utilisé pour faire la publication et ce qu'il a écrit. Toutes ces informations collectées sur le net sont d'une grande utilité pour mener à bien les différentes enquêtes et faire la lumière sur les cas de cyberharcèlement. Les enquêtes sont faites à travers les données à caractère personnel. C'est-à-dire quoi? Il faut entrer si c'est à travers Facebook ou WhatsApp, il faut rentrer dedans. Vous pouvez même faire appel à un huissier de justice qui rentre dans vos données personnelles, qui constate vraiment que vous êtes harcelé. S'il s'agit par exemple de la provocation savante, ou s'il s'agit d'une publication ciblée qui vise la personne harcelée, qui consiste à déstabiliser émotionnellement cette personne, il faut capturer la page qui a fait la publication et le nom. Et il faut capturer quelques personnes qui commentent cette publication pour qu'en son temps, l'enquête puisse cibler aussi ces gens-là. Pour dire, mais vous connaissez-vous telle personne? La personne peut ne pas aussi utiliser son vrai nom. Mais ceux qui commentent, sûrement parmi ceux-là qui commentent cette publication, il y a quelqu'un qui doit le connaître.
au cas où on veut vraiment, l'identité de la personne n'est pas connue, n'est pas dévoilée, on peut toutefois, aujourd'hui il y a un système où on prend des réquisitions sur le numéro, bien sûr la page. On va au niveau de MTN ou bien on confie maintenant à l'OCRC, Office central de la répression de la cybercriminalité, qui est doué dans ce domaine-là, dans cette recherche informatique-là, où il faut aller à l'ANSSI. Bien que des efforts considérables aient été déployés pour lutter contre le cyberharcèlement, il y a encore des limites dans le traitement des victimes. Si on doit parler de limites, c'est au niveau du traitement des plaintes, c'est au niveau de l'application. C'est la considération qu'on donne à ces plaintes-là, les personnes qui sont harcelées, qui sont victimes. Parce qu'on ne peut pas parler de harcèlement sans qu'il n'y a pas une victime et un agresseur. Si on dépose une plainte, ça dépend de la valeur qu'on accorde à cette plainte-là, le traitement qui est accordé, comment la plainte est traitée. Si la plainte n'est pas traitée, je ne pense pas qu'on peut venir à bout un jour de ce fléau-là. Quand on apprend qu'une plainte est déposée contre une personne et que l'identité est dévoilée, d'autres sollicitent aujourd'hui des clergés, des pasteurs qui viennent pour dire non, mais il faut désister, il faut enlever, il faut retirer ta plainte, tout ça. Ce qui fait que le traitement aujourd'hui n'est pas tel qu'il faut le traiter. La collaboration entre les victimes et les professionnels du droit est essentielle pour assurer une protection efficace et une réparation pour les victimes de cyberharcèlement. Leur expertise juridique ou encore leur capacité à rassembler des preuves contribuent à soutenir les victimes et à tenir les agresseurs responsables de leurs actes. Les juges qui sont en charge de ces dossiers-là, nous les recommandons de prendre soin de ces dossiers, de les traiter tels qu'ils doivent les traiter. En plus de ça, les officiers ministériels ou bien les officiers de justice, les commissaires, les huissiers qui doivent aider ces victimes-là à rester en justice, à se faire entendre, à introduire une instance en tout cas, il peut arriver qu'ils le fassent gratuitement, au lieu de désiger beaucoup de sommes avant d'assigner quelqu'un. Je pense que quand on n'a pas l'argent aussi, l'argent fait aussi qu'on ne bénéficie pas aujourd'hui de la vraie justice. Mais on n'a pas l'argent, donc on ne peut pas aller là-bas. Ou bien l'autre partie a pris de l'avocat. Si je vais là-bas maintenant, ils vont me faire tout pour me renvoyer à la maison, en tout cas, pour déclarer l'autre innocent. Voilà. Parce que par exemple, lorsque vous déposez une plainte, et c'est de l'accusation, c'est de fausses accusations, c'est-à-dire les preuves ne sont pas là, ou bien d'autres ont peur. On peut faire un recours contre toi pour calomnie. D'autres ont peur de ça, mais si l'autre avocat arrive par la suite dit maintenant son avocat est intelligent qu'il soit, compétent qu'il soit, par la suite il dit maintenant que non, que c'est du mensonge, on peut toutefois faire un recours possible contre l'autre. Donc on a trop peur de tout, ils ont trop peur de tout ça là, ces victimes-là ont trop peur de ça. Adresser une plainte au procureur, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est pas forcément qu'il doit prendre par des huissiers et autres, non. Il faut écrire au procureur, le procureur va se servir du dossier, traiter ça comme il le faut. Afin de faire face au problème du cyberharcèlement, il est essentiel de renforcer les lois existantes. Il faut donc adapter ces lois spécifiquement aux infractions liées au harcèlement en ligne. Une approche globale combinant législation, sensibilisation et éducation est primordiale pour prévenir et combattre efficacement le cyberharcèlement.